Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Rendez-vous à la fin pour quelque chose d'un peu particulier. S'il y a bien une mission du programme Mercury dont le public américain se souvient encore aujourd'hui, c'est celle de John Glenn. Il n'a peut-être pas été le premier homme dans l'espace, ni même le premier américain, mais la forte médiatisation de son vol, plus long que celui de Gagarine, a enfin placé les États-Unis sur la bonne voie pour, peut-être, rattraper les soviétiques dans la course à l'espace. Aujourd'hui, nous revenons sur la mission Mercury Atlas 6, mais aussi les nombreux rebondissements qui ont jalonné sa route. Après le vol de Gus Grissom, et malgré les déboires lors de sa récupération en mer, le programme Mercury est considéré comme un franc succès et même mieux que prévu. Au Space Task Group, on réfléchit à éventuellement sauter des étapes avant le premier vol orbital. Initialement, les 4 premiers vols habités devaient se faire sur Redstone, respectivement MR3, MR4, MR5 et MR6. Mais en réalité, les 2 premiers vols se sont si bien passés qu'à la NASA, on se dit qu'il est temps de rattraper les soviétiques en réalisant enfin un vol orbital et donc sur une fusée Atlas. MR6 est annulé et MR5, la future mission de John Glenn, pourrait l'être aussi. Cela impliquerait donc pour Glenn de non pas faire un vol suborbital de 15 minutes, mais un vol de 5 heures comprenant 3 orbites. Cela permettrait non seulement aux États-Unis de démontrer qu'ils sont eux aussi capables de placer un humain en orbite terrestre, mais cela exploserait le record de Gagarine, qui n'a réalisé qu'une orbite autour de notre planète. 2 vols de test non habités vont être nécessaires pour finir de qualifier l'Atlas, à savoir Mercury Atlas 4 et 5, d'ici la fin de l'année 1961. John Glenn, lui, volera donc sur Mercury Atlas 6, prévu également pour la fin de l'année 61. Mais le 7 août, les États-Unis sont à nouveau devancés par les Soviétiques. La mission Vostok 2 emmène German Titov dans l'espace, où il réalise 17 orbites et vole plus d'une journée complète avant de se poser sans encombre sur Terre. Face au vol de 3 orbites de Glenn en préparation, les Soviétiques infligent une véritable humiliation au programme spatial américain. Peu d'informations parviennent à la NASA sur ce vol, au-delà de ce que les médias russes transmettent, mais aucun doute ne plane sur la véracité de la mission. Tout de même, à travers le contrôle de l'information des médias de l'Est, certaines caractéristiques du vol de Titov arrivent sur les bureaux du Space Task Group, dont certaines très précieuses. On apprend notamment que lors de son vol, le cosmonaute a commencé à ressentir une forte nausée comparable à un mal de mer. Après une période de sommeil, elle s'est estompée avant de disparaître totalement lors de la rentrée. Cette information inquiète les médecins de la NASA qui suggèrent alors de bien préparer les astronautes de Mercury à ce risque. Pour le grand public et les politiques, les inquiétudes sont tout autres. Déjà, d'un point de vue stratégique, voir un cosmonaute survoler le territoire américain 3 fois sur une orbite quasi polaire ne peut que démontrer les possibilités de frappe nucléaire éventuelle des soviétiques. Mais politiquement, c'est toute l'administration Kennedy et même son prédécesseur Eisenhower qui sont montrés du doigt pour leur lenteur dans la gestion du programme spatial américain. Le terme Space Lag apparaît dans les journaux et clairement, la pression augmente sur la NASA. Après l'échec en avril 61 de Mercury Atlas 3, des doutes planent encore sur la fiabilité du lanceur Atlas, en plus de causer de gros retards sur les vols orbitaux américains. La capsule numéro 8, qui avait volé sur MA3, a survécu grâce à la tour de sauvetage et a été récupérée en mer. Après quelques mois de remise en état, la voici au sommet d'une autre fusée Atlas, ce 13 septembre 1961, sous le nom de capsule 8A. Pour suivre ce vol et les suivants autour du globe, la NASA a placé des antennes et paraboles gigantesques sur plusieurs points stratégiques de notre planète. De grands efforts financiers et politiques ont été engagés pour créer le Manned Spaceflight Network,
un réseau de 18 stations. 7 d'entre elles sont installées sur le territoire américain, 8 dans des pays étrangers dont le Nigeria, les îles Canaries ou encore l'Australie, et 2 sont en fait des navires placés au beau milieu des océans Atlantique et Indien. Pour envoyer les informations au centre de contrôle, les données transitent par les réseaux de câbles sous-marins et souterrains, mais aussi les ondes radio, et sont ensuite centralisées au Goddard Space Flight Center. Le vol peut donc être suivi quasi sans interruption lors des 3 orbites prévues. Et parmi les plus de 70 personnes assignées à ces stations, il y a les astronautes Mercury eux-mêmes. Les jours précédant le vol de test Mercury Atlas 4 ont été stressants pour les équipes. 2 ouragans ont frappé sur divers lieux importants pour le vol, à savoir la station de tracking de Corpus Christi et la zone de récupération de la capsule en mer. Mais heureusement, peu de dommages ont été relevés et la météo est clémente le jour prévu du décollage. La mission ne devrait durer qu'une orbite, ce qui sera bien suffisant pour valider les objectifs de ce test. La fusée Atlas finit par décoller et place sa capsule en orbite avec une précision notable. Du côté de la capsule elle-même, tout se passe plutôt bien, et après une orbite, elle entame sa rentrée, déploie son parachute et finit sa course exactement à l'endroit prévu dans l'Atlantique. Une étape somme toute encourageante pour la suite. Les 2 missions Mercury suivantes ne voient pourtant aucun humain voler dans l'espace. Tandis que le Space Task Group est officiellement renommé le Manned Spacecraft Center et prévoit son déménagement de Hampton à Houston, en novembre a lieu le lancement, raté, de Mercury Scout 1. La mission a pour but d'envoyer un satellite chargé de communiquer avec les différentes stations de tracking de Mercury afin de s'assurer que tout est prêt pour un vol habité par un humain ou un animal. La fusée Scout est réputée peu chère, ce qui arrange bien la NASA, mais beaucoup de problèmes impactent le satellite et encore plus son lanceur. Finalement, Mercury Scout 1 finit par quitter son pas de tir de Floride le 1er novembre 1961, mais 28 secondes après le décollage, la fusée sort totalement de sa trajectoire et on commande son autodestruction. Après enquête, on découvre la cause de l'échec. Un technicien chargé de relier les gyroscopes au correcteur de trajectoire a branché les gyros de tangage sur les correcteurs de lacet et vice-versa. Bref, aucune autre mission Mercury Scout ne sera lancée, car trop de retard a déjà été pris. La mission suivante et déterminante est prévue quelques jours plus tard, Mercury Atlas 5, qui emporte un passager très particulier. L'impatience se fait sentir dans l'opinion américaine concernant le premier vol d'un Américain en orbite terrestre. La fin de l'année 1961 apparaît comme un ultimatum symbolique pour le grand public. Mais à la NASA, la sécurité est privilégiée. Mercury Atlas 5 emportera à son bord un chimpanzé, du nom d'Enos, pour une mission orbitale au risque d'avoir l'air ridicule aux yeux des soviétiques. Ironiquement, Enos est le nom hébreu et grec pour « homme ». Le vol est prévu pour durer 3 orbites, comme pour la future mission de Glenn. Parmi les suppléants, au cas où Enos ne puisse pas partir, figure notamment Ham, déjà vétéran Mercury. Si cela devait arriver, il deviendrait le seul Américain à avoir volé 2 fois lors du programme. Mais finalement tout va bien pour Enos qui se retrouve le 29 novembre 1961 dans un petit caisson de survie placé dans la capsule Mercury. Mais le vol, qui a essuyé des jours de retard à cause de problèmes divers sur la fusée, semble bancal avant même son décollage. Au moment d'appuyer sur le bouton de lancement, il se passe 14 secondes avant que la fusée ne s'allume. Encore un problème technique, heureusement mineur. La fusée s'élève et une fois en orbite, d'autres problèmes apparaissent au fur et à mesure. D'abord, une surchauffe du caisson d'Enos fait passer sa température corporelle de 18 à 38 degrés Celsius. Ensuite, un des propulseurs est hors service, faisant dévier lentement mais sûrement la capsule de sa trajectoire prévue. Plus le temps passe, plus la survie d'Enos est en danger et plus le risque que la capsule se perde lors d'un retour sur Terre augmente. Décision est prise de le faire rentrer après la seconde orbite.
La rentrée se passe comme prévu, mais la capsule amérit à près de 50 km des 2 destroyers chargés de la récupérer. 1h15 après le poser dans l'océan, elle est remontée à bord de l'USS Storms et on déclenche l'explosion de la porte. Le choc fend la vitre du petit caisson d'Enos, mais le chimpanzé est en pleine forme. La quantité de problèmes sur ce vol, dont ceux qui ont fait revenir précipitamment Enos, ne sont pas un frein pour le vol habité de Glenn qui suivra. En réalité, il s'avère que ces ennuis auraient pu être réglés par un pilote aux commandes. Ça y est, enfin le moment est venu pour la NASA de programmer le vol suivant, celui de John Glenn, premier vol d'un humain américain en orbite. C'est au tour de la mission MA5 que John Glenn est annoncé comme l'astronaute qui volera sur MA6, avec Scott Carpenter en remplaçant. La mission qui suivra, MA7, sera pilotée par Dick Slayton avec Wally Schirra en remplaçant. Au Cap, les journalistes sont impatients de connaître tous les détails du vol, comme simplement la date de lancement. Les équipes techniques travaillent en effet en 3/8, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est certain que ce vol a une grande symbolique et représente un défi bien plus grand et périlleux que les missions suborbitales de Shepard et Grissom. Si le grand public espérait voir un Américain en orbite avant la fin de l'année, les espoirs sont finalement anéantis le 7 décembre 1961, quand la NASA annonce que le vol est reporté à début 1962. En cause, des systèmes défectueux sur la capsule. Hugh Dryden, administrateur adjoint de la NASA, déclare « On aimerait atteindre la quasi-perfection, mais ce secteur est risqué. On ne peut pas empêcher ça, alors on doit prendre toutes les précautions possibles. » Après ses études, John Herschel Glenn s'engage dans la Navy en 1942 avant d'intégrer le corps des Marines en 1943. Il se spécialise dans l'aviation de chasse et pilote des F-4U Corsair dans les îles Marshall. Il effectue 59 missions de combat dans le Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale et près d'une centaine en Corée quelques années plus tard. Lors de ce conflit, il fait partie de la VMF 311 et réalise des missions de combat à bord de F-9F Cougar, avec comme ailier récurrent la légende du baseball Ted Williams. De retour de Corée, il intègre l'école des pilotes d'essai et travaille sur de nombreux appareils. C'est à partir de là que John Glenn sort de l'anonymat. 9 a.m., Marine Airman Major John Glenn begins an attempt at a supersonic transcontinental flight. His Crusader jet camera plane leaves Los Alamitos, California, headed non-stop for New York with a sister plane. 3 refuelings en route. His companion dropped out at the first. Each one slowed Glenn's jet from its better than 1,000 mile an hour top speed. Shortly after noon, Floyd Bennett Field was reached. 2,460 miles traversed, elapsed time 3 hours and 23 minutes, 8.4 seconds. Glenn's wife and children watched proudly as he taxied in, holder of a new record that shaves more than 21 minutes off the best previous time. Average speed was nearly 727 miles an hour. Not as fast as the sea level speed of sound, but fast enough to please the Marines, the Navy, and his 2 proud youngsters. En 1957, à peine quelques heures après l'annonce au monde que le premier satellite de l'histoire, Sputnik 1, tourne autour de la Terre, il participe en direct à une émission de télévision sur CBS, Name That Tune, une sorte de jeu de blind test. Lorsqu'on lui demande son avis sur ce qu'il se passe dans le ciel de notre planète à ce moment-là, voici ce qu'il répond. It's the first time anybody has ever been able to get anything out that far in space and keep it there for any length of time. And this is probably the first step toward space travel or moon travel, something we'll probably run into maybe in Eddie's lifetime here at least. Cette émission se passe quelques années avant sa sélection comme astronaute de la NASA. Il a eu tout le temps de s'acclimater aux relations publiques et la célébrité, et sa communication est un atout pour gérer la vie de véritable star que lui offre le programme Mercury. Il est clairement le plus connu des 7 astronautes sélectionnés, mais il n'est pas pour autant le plus apprécié dans son propre groupe. C'est en partie à cause de ses relations avec les autres astronautes qu'il ne sera pas choisi pour être le premier Américain dans l'espace. Néanmoins, il est l'astronaute de réserve d'Alan Shepard et Gus Grissom, et son tour va venir
au 3e vol. Ce qui est ironique, c'est que son vol, le 3e d'un Américain dans l'espace, sera finalement celui dont le public se rappellera le plus à l'avenir. Mercury Atlas 6 est en effet bien plus médiatisé, et la célébrité de Glenn contribue clairement à l'intérêt du public. Sa capsule, la numéro 13 de McDonnell Aircraft, est baptisée Friendship 7 suite à un choix de sa propre famille. Pour le design de la capsule, le sous-traitant Chrysler Aerospace fait appel à son employé Cecilia Beebe. Et John Glenn insiste. Celui ou celle qui conçoit le design devra aussi être la personne en charge de le peindre sur la capsule. Malgré des réticences du supérieur de Beebe à la faire entrer dans la salle blanche sur le pas de tir en raison de son sexe, elle finit tout de même par y accéder grâce à Glenn et peint son design sur la capsule en sa présence. Elle devient à cette occasion la seule femme à jamais être entrée dans la salle blanche du pas de tir Mercury. En raison du travail de préparation de vol et des blagues pas toujours très supportables des hommes à son égard, il faudra une semaine pour que CC, comme on la surnomme, ne termine de peindre sur la capsule. Mais son travail ne se limite pas à cela. Son talent est vite repéré par les autres astronautes Mercury qui lui demandent de dessiner quelques blagues pour Glenn dans la capsule. Au départ, il pense à une pin-up sur le nez de Friendship 7, mais évidemment, ce n'est pas acceptable car trop visible aux yeux du monde. Cecilia préfère réaliser 2 dessins qu'elle place au niveau du périscope de la capsule. De cette façon, John Glenn aura une drôle de surprise en le testant avant le vol. En effet, Glenn est particulièrement surpris lors de la première tentative de lancement. Mais le vol étant reporté, la blague tombe à l'eau et Cecilia va faire un second dessin au même endroit, cette fois un peu différent. Une vieille dame avec une serpillière, disant « Tu t'attendais peut-être à quelqu'un d'autre, John ?» Son talent sera reconnu par les autres astronautes du programme Mercury, puisqu'elle sera aussi en charge de concevoir et peindre les designs des capsules d'Aurora 7 et Sigma 7. Les retards se multiplient pour le vol de Glenn. En janvier 62, le grand public et la presse émettent des critiques de plus en plus vives envers la compétence de la NASA dans cette course à l'espace. John Glenn en personne s'exprime dans les médias pour faire comprendre au public que ces retards et reports divers ne doivent pas être vus négativement. Il faut au contraire privilégier la fiabilité, et donc être patient. Mais en Floride, la capsule et le lanceur Atlas essuient des problèmes sur un très grand nombre de systèmes. Ce n'est clairement pas rassurant. Du point de vue de la préparation de Glenn, le médecin de vol de la NASA a bien pris note des nausées ressenties par Titov après plusieurs heures en apesanteur. Il propose alors une expérience d'orientation. Quand il sera du côté nuit de la Terre, Glenn devra d'abord toucher un bouton du tableau de bord les yeux ouverts, puis fermer les yeux et tenter d'appuyer sur le même bouton. Mais Gordon Cooper émet des réserves sur cette expérience. Fermer les yeux et appuyer sur un bouton au hasard n'est pas vraiment la meilleure des idées dans un vaisseau spatial. L'expérience sera donc abandonnée. En parallèle, Glenn s'entraîne intensivement à la navigation aux étoiles en se formant dans un planétarium. Et pour la première fois dans le programme, alors que la date de lancement approche, la NASA ouvre le pré-vol aux médias. Les journalistes accrédités ont accès à des lieux particuliers, peuvent interviewer des personnes importantes du programme, et un véritable cirque médiatique entoure la mission. Le 31 janvier, la NASA annonce un report du lancement de 2 semaines en raison de nouveaux problèmes techniques. Les 600 journalistes présents ne peuvent pas se permettre de rester. Le cap se vide soudainement, ce qui, on se doute, ne peut que ravir les employés de la NASA qui peuvent à nouveau se concentrer pleinement sur leur travail. 2 semaines plus tard, seuls 200 journalistes reviennent dans l'espoir de couvrir le lancement. Mais la météo n'est pas favorable et la date du lancement glisse encore. Enfin, le 20 février, tout semble bon pour la mission. John Glenn se réveille à 2h du matin, heure locale, et déguste le désormais traditionnel petit déjeuner de brouillé, de steak et de jus d'orange. Un problème de communication avec la capsule nécessite encore une petite réparation, qui n'a pas de conséquences sur le compte à rebours. À 5h du matin, le voilà en route vers le pas de tir dans le van de transfert. À peine arrivé au pied de la fusée, un autre problème, cette fois sur le système de guidage de l'Atlas, apparaît. Le remplacement de la pièce et sa vérification de fonctionnement ajoutent 45 minutes de retard sur l'heure de décollage.
Entre-temps, la météo se couvre légèrement. Glenn, lui, patiente paisiblement dans le van de transfert. Finalement, après moult vérifications, il finit par intégrer la capsule et la porte est boulonnée. À ce moment-là, on remarque qu'un des 70 boulons est cassé. Même si c'était le cas également lors du vol de Grissom, on ne veut pas pour autant prendre de risques. Il faut donc déboulonner la porte, réparer, reboulonner, ce qui retarde le vol d'encore 40 minutes. À ce moment précis, on estime que 100 millions de téléspectateurs scrutent quelques 40 millions de postes de télévision à travers le pays, attendant le décollage du futur héros américain. Le compte à rebours finit par reprendre et il reste moins de 10 minutes à l'horloge quand on apprend que la station de tracking des Bermudes subit un problème électrique. Heureusement, tout rentre dans l'ordre assez vite et enfin, sous les yeux de 50 000 curieux massés sur les plages de Floride, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Roger, the clock is operating. We're underway. Loud and clear. Roger, we're programming and roll okay. Alors que l'Atlas s'élève dans le ciel de Cap Canaveral, les vibrations sont assez fortes dans la capsule. A little bumpy along about here. Roger. Roger, reading you loud and clear. Roger, coming into IQ a little bit. That little contrail went by the window or something there. Roger. Les conditions se calment après Max Q, phase de pression aérodynamique maximale sur la structure de l'Atlas. We're smoothing out some now, getting out of the vibration area. Roger, you feel Max Q, flight path is Roger, feels good through Max Q and it's smoothing out real fine. Le booster finit par être séparé, la tour éjectée, et alors qu'il accroche le signal avec la station des Bermudes, la mise en orbite se termine. Rico. Lots of grades fired, okay. John Glenn est en apesanteur. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Roger, turn around and started. Roger, capsule turning around, and I could see the booster during turnaround just a couple of 100 yards behind me. It was beautiful. Roger, 7, you have a go, at least 7 orbits. Roger, understand go for at least 7 orbits. This is Friendship 7, can see clear back a big cloud pattern way back across toward the Cape. Beautiful sight. Alors qu'il passe au-dessus de l'océan Indien, il devient le premier astronaute américain à voir un coucher de soleil depuis une telle altitude. The sunset was beautiful. It went down very rapidly. I still have a brilliant blue band clear across the horizon, almost covering my whole window. The redness of the sunset I can still see through some of the clouds way over to the left of my course. Over. Il survole l'Australie, plongée dans la nuit, puis le Pacifique. C'est alors qu'il aperçoit, autour de sa capsule, ce qu'il décrit comme des sortes de brillantes lucioles. This is Friendship 7 broadcasting in the blind. Sunrise has come up behind in the periscope. It was brilliant in the scope, a brilliant red as it approached the horizon and came up. And just as I looked back up out the window, I had literally thousands of small luminous particles swirling around the capsule and going away from me at maybe 3 to 5 miles per hour. Now that I am out in the bright sun, they seem to have disappeared. It was just as the sun was coming up. I can still see just a few of them now, even though the sun is up some 20 degrees above the horizon. On l'apprendra plus tard lors de vols suivants, ces fines particules sont composées de glace qui s'est détachée de la capsule et était illuminée par les premiers rayons de soleil. Au fur et à mesure du lever du jour sur le Pacifique, ces petites lucioles ont progressivement disparu. Mais un vrai problème se présente lors de la seconde orbite. Tout comme sur le vol d'Enos, le système de contrôle est défaillant et la capsule dérive légèrement. Mais cette fois, un humain est à bord et va pouvoir corriger le problème manuellement. Il est clair désormais qu'il ne sera pas seulement un bout de viande dans une canette.
il va réellement devoir assurer le pilotage de sa propre capsule. Un problème bien plus grave se présente alors. Au sol, les techniciens voient aux données que le sac d'amérissage et le bouclier thermique ne sont plus en position verrouillée. Si cette information est correcte, cela voudrait dire que le bouclier n'est fixé à la capsule que grâce aux lanières des rétrofusées. Or, avant la rentrée, ces rétrofusées doivent être larguées. En les larguant, le bouclier pourrait également se détacher, ne protégeant plus la capsule des fortes chaleurs de la rentrée atmosphérique. On n'avertit pas tout de suite John Glenn, mais chaque station lui demande de vérifier si l'interrupteur de largage du bouclier est bien en position off. Évidemment, ça met la puce à l'oreille de l'astronaute. Surtout quand on lui demande Pour s'assurer que le bouclier reste en place, on demande à Maxime Faget, responsable de la capsule, s'il y aurait un risque d'explosion des rétrofusées si on les laissait en place pour tenir le bouclier contre la capsule. Flight from data reduction on flight director. Go ahead. Who is this? Chris Grant. Chris, this is Ed. Yeah. If we could get a reading on this segment from all sites since we have had the occurrence of this signal, and this telemetry has been intermittently on and off, then we feel we're safe. But if it has been continuously on since its first occurrence on the first pass here, we might be in trouble. Well, you'd think the straps would hold the thing on, though, Ed. The retro straps. That's Roger. They would hold it on. There's no question about it. Right. Selon lui, si les rétrofusées sont vidées de leur carburant, il n'y a normalement aucun problème à procéder ainsi. Les rétrofusées devraient simplement se consumer, et d'ici là, les forces aérodynamiques deviendront assez fortes pour que quand les câbles les retenant se détacheront, le bouclier sera plaqué par l'air contre la capsule. En tout cas, rien d'autre n'est possible de toute façon, et le vol continue sans aucun autre problème. This is Friendship 7. In 45 more seconds, I'd like to have you send a message for me, please. Over. Roger. I want you to send a message to the director, or to the commandant, U.S. Marine Corps in Washington. Tell him I have my 4 hours reported flight time in for the month, and request flight should be established for me. Over. Roger, will do. Think they'll pay it? I don't know. We'll find out. Roger. Is this gliding time or rocket time? Lighter than air, buddy. Roger. La rentrée approche. Une dernière réunion a lieu pour décider de garder ou non les rétrofusées après leur utilisation. Am I going to get an answer back there? Negative flight. I presume that Mr. Williams will have an answer. He doesn't say that. Well, we're still talking here. Well, I want an answer right now. You going to give me an answer, or do I make the decision myself? I'd be inclined to say leave the pack on, Chris, myself personally. Don, how do you feel about this thing? Well, the only thing is we don't know for certain. And Don't know for certain, and but the indications are, the way I feel about it, that heat shield has not been deployed. This is a gamble, I realize that, but well, that's right. It's a gamble, and it's a question if we're wrong. but this is the way I would gamble. Il est finalement décidé de les garder en place, par sécurité. À l'approche des côtes californiennes, les rétrofusées s'activent les unes après les autres, et la capsule débute sa descente. Évidemment, au sol, les ingénieurs de la NASA retiennent leur souffle, en espérant que le bouclier restera en place lors de la critique phase de rentrée atmosphérique. California, this is Cape Flight. Go ahead, Cape Flight. We'd like to leave the package on at least through Texas. So tell him to keep his retro jettison switch off. Understand, Cape Flight. Roger, you're looking good. Roger. John, leave your retro pack on through your pass over Texas. 20 seconds. Roger. This is Texas Capcom Friendship 7. We are recommending that you leave the retro package on through the entire re-entry. Alors que les flammes entourent la capsule,
Glenn voit passer devant le hublot une des sangles retenant les rétrofusées. Puis d'autres morceaux. Il s'imagine alors que le bouclier est en train de se désintégrer, mais ne pouvant rien y faire, la descente continue. Autre signe inquiétant, la capsule se balance fortement. Alors que la rentrée se termine et que sa survie prouve que le bouclier a tenu, John Glenn se demande si le parachute de freinage pourra se déployer malgré un tel balancement. Heureusement, tout se calme et le déploiement se passe sans problème. Le reste de la descente se passe parfaitement et enfin, la capsule atterrit en toute sécurité dans l'océan Atlantique. John Glenn a réalisé 3 orbites sur un temps de vol de près de 5 heures contre les faibles 15 minutes de ses prédécesseurs. Le destroyer USS Noah part à sa rencontre, place la capsule sur le matelas de réception, Glenn fait sauter la porte et enfin, l'astronaute est extrait de Friendship 7. Contrairement à Titov, Glenn n'a pas ressenti la moindre nausée. D'un autre côté, le soviétique avait commencé à la ressentir après 9 heures de vol. L'Américain transpire, mais est en parfaite santé, et après d'intensifs examens médicaux, il est enfin prêt à recevoir l'accueil chaleureux de ses concitoyens. Some years ago, as a Marine pilot, he raced the sun across this country and lost. And today, he won. I also want to say a word for all those who participated with Colonel Glenn at Canaveral. They faced many disappointments and delays. The burdens upon them were great, but they kept their heads and they made a judgment, and I think their judgment's been vindicated. We have a long way to go in the space race. We started late, but this is the new ocean, and I believe the United States must sail on it and be in a position second to none. Some months ago, I said that I hoped that every American would serve his country. Today, Colonel Glenn served his, and we all express our thanks to him. Le public américain, mais aussi du reste du monde occidental, voit en ce vol une magnifique démonstration technique. En Union soviétique, Khrouchtchev salue l'exploit, appelant le président Kennedy à travailler avec eux sur un éventuel programme conjoint. La presse américaine, qui quelques jours avant critiquait fortement la NASA et son personnel pour ses multiples retards et problèmes techniques, salue le professionnalisme du programme spatial national. Quelques mois plus tard, Garman Titov rend visite à John Glenn et au président Kennedy à Washington. Les deux héros des deux blocs se réunissent alors comme un symbole d'unité dans l'exploration de l'espace. Pendant ce temps, à la NASA, la capsule est examinée. Il apparaît que le bouclier thermique ne s'est jamais détaché en orbite. Il s'agissait en réalité d'un défaut de capteur. Bref, une fois les vérifications terminées, Friendship 7 entreprend une grande tournée américaine, surnommée la 4e orbite. Elle repose aujourd'hui au National Air and Space Museum de Washington. I feel we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings that is beyond description or comprehension at this time. As our knowledge of this universe in which we live increases, may God grant us the wisdom and guidance to use it wisely. Thank you. Même si pour les Américains, le vol de John Glenn marquait enfin le moment où la NASA pouvait rattraper les Soviétiques, les États-Unis restaient encore bien loin de leurs concurrents en février 62. Beaucoup d'efforts restaient à faire pour allonger les temps de vol et espérer, peut-être, égaler au moins le vol de 25 heures de Titov. En parallèle, le président Kennedy a transmis ses volontés auprès de la NASA. D'ici la fin de la décennie, l'objectif est d'emmener l'humanité sur la Lune. Pour cela, il va falloir mettre au point les programmes qui succéderont à Mercury. Et en attendant, Mercury Atlas 7 se prépare, avec Dick Slayton aux commandes. En tout cas, c'est ce qui est prévu initialement, car un événement va venir bouleverser la mission. J'espère que cette vidéo sur Mercury Atlas 6 vous aura plu.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me remercier avec un pouce en l'air et même un petit don sur mon Utip si le cœur vous en dit. Vous trouverez un nombre impressionnant de sources dans la description, ainsi que la galerie photo de la mission de John Glenn sur mon site gratuit wikiarchive.space. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série, et je vous laisse avec la suite de l'aventure de la sonde NordVPN. Ciao! Le Français Jean-Michel Laportier a reçu aujourd'hui la médaille d'honneur du sport sous les yeux de son ami Gilbert Montagnier. Sans transition, aujourd'hui nous apprenons que la sonde NordVPN est portée disparue alors qu'elle faisait route vers Mars. La police de New York a envoyé leurs meilleurs enquêteurs sur l'affaire. Sport automobile maintenant, avec l'officialisation de l'arrivée en Formule 1 de l'équipe française Formule X Energy Formula... Rick, vous voulez pas les dire à cette bande d'orang-outans de la mettre en veilleuse? Oh, un peu de silence derrière! Vous essayez de le localiser? Simon? J'ai pris le contrôle de votre sonde. Elle se trouve sur la comète 42P Voilane. Eropman Falter. Où sont mes pigeons à présent? Vos pigeons? Mes deux beaux pigeons zélés, sans VPN, s'en sont allés. Pourquoi un tel manque de sûreté? Hélas, nul ne le sait. Vous voulez parler de McClane? Non, je veux parler de Bruce Willis. Allô, c'est moi. Ah, vous voilà enfin. Et votre ami? Carver! Carver! Venez, on a besoin de vous à côté, vite! Mais venez vite, je vous dis! Dépêchez-vous! Par ici. Il est arrivé aussi. Puis-je lui parler? L'abonné de Nota Bene est au bout du fil? Tu as un problème avec Ben? Du tout. Je voulais juste vous dire que mon plan pour détruire votre sonde martienne est très bien huilé, et que ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Franchement, c'est pas très malin. J'espère pour vous qu'il rappellera. J'en suis sûr. Simon? Il ne parlait pas en notre nom à tous. C'est très déplaisant. Veillez à ce que cela ne se reproduise plus. Je disais donc à Bruce Willis que je voulais vous faire participer à notre petit jeu. Une cabine téléphonique à Oslo. Non, à Juarez, au Mexique. Non, attendez, maintenant on dit que c'est à Juarez, au Mexique. Quoi? En Australie? Le système est brouillé, il n'y a pas moyen de le localiser. Ces messieurs des télécommunications s'amusent bien? Jacques a dit que Bruce Willis se rende à la sonde NordVPN d'ici la prochaine vidéo sponsorisée. Une fois sur place, je lui donnerai la marche à suivre pour sécuriser sa connexion sur Internet. Si vous n'êtes pas là, je considérerai que c'est un refus d'obtempérer. Tu m'as bien compris, John. Ah oui, c'est très clair. Il est clair que t'es un pur bergeau qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âge. Que tu dis? Ah, que je dis? Qui es-tu alors? Je t'ai serré? Qu'est-ce que t'avais fait comme connerie? Trafic de stupes, vol à l'étalage? T'as traversé en dehors des clous? Tu ne m'achèterais pas ma chaise gaming si je me suis assis dessus. Ma chaise pendant que je suis assis dessus. Voilà qui est très excitant. Mais dis-moi un peu, du con, pourquoi tu veux me tuer, hein? Bruce, calme-toi. Si tu venais me voir ici à l'hôtel de police, qu'on discute de tout ça, qu'on s'explique un peu, hein? Allez, viens, je t'attends. Mais je ne veux pas te tuer, je veux te faire comprendre l'intérêt d'avoir un VPN. Inspecteur Cobb, j'ai compris que vous en vouliez à John McClane. Il n'en vaut pas la peine, c'est un abruti. Écoutez-moi, je suis convaincu qu'on peut s'entendre. Dites-moi ce que vous voulez. Vous me proposez une sponsor? Oui, peut-être, pas forcément. McClane est une mouche à merde. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement l'oublier et vivre en paix? Seul l'anonymat sur Internet m'intéresse. Je n'échangerai pas un VPN contre tout l'or du Capitaine. La sonde se trouve sur la comète 42P Voilane. Soyez-y d'ici la prochaine sponsor. Si vous avez la moindre compétence, vous devez avoir une navette prête à décoller. Vous savez donc comment vous y rendre. Ce type est totalement cinglé. Oui, on dirait la description d'un cas clinique. Vous avez intérêt à vous dépêcher tous les deux si vous voulez arriver à temps. Joe, cette fois on les accompagne. D'accord.